Nous allons échanger aujourd'hui sur un sujet qui anime les organisations dans lesquelles nous intervenons aujourd'hui et qui anime aussi une partie de l'administration française, qui est celui de la conjugaison entre décarbonation et compétitivité. Ce que l'on désigne ici, ce dont on avait envie de parler aujourd'hui, ce sont tous les défis en matière de décarbonation de l'ensemble de secteurs de l'économie qui posent des problématiques particulières de pouvoir d'achat ou de désindustrialisation en portant une pression très très forte sur les acteurs et les comportements de tous les consommateurs. Cette question-là pose un ensemble de défis dans la façon d'opérer et de soutenir la décarbonation, et ce sont ces défis et les solutions que l'on peut y trouver, que l'on souhaite discuter aujourd'hui. Bonjour à tous. En 2 mots, l'Unitaine regroupe 70% de la consommation d'énergie dans l'industrie. C'est sensiblement 70 TWh d'électricité, 70 TWh de gaz, donc concentré sur une soixantaine d'entreprises, de grands consommateurs énergo-intensifs. Nous allons nous installer durablement dans une situation de déficit d'offres d'électricité par rapport à la demande. C'est un élément totalement nouveau pour ceux qui ont connu la grande époque de l'énergie et de l'électricité triomphante en France, et avec l'essor du parc nucléaire, où tout le système électrique avait été conçu économiquement dans une logique d'abondance, puisqu'à l'évidence, l'offre avait été assez largement surdimensionnée, et encore par rapport quand on reprend certaines projections des années 70, où on parlait de 200 centrales nucléaires sur le territoire français, ça paraît tout à fait hallucinant. Nonobstant cela, on a 58 tranches aujourd'hui, 57 ou 56 plutôt, mais la situation d'excédent d'offres n'est plus là. Et ne le sera plus, quel que soit le dynamisme, le volontarisme qu'on pourra appliquer dans le développement des ENR. Nous serons en déficit d'électricité très probablement pour au moins les 10, voire les 15 prochaines années. Donc c'est un changement fondamental, ça implique des changements de comportement du côté de la demande, mais j'y reviendrai, et également des changements de design du côté de l'offre. Et ça a bien sûr une influence fondamentale sur la formation des prix sur le marché de l'électricité. Du côté de la demande, vous le savez, et oui, bien évidemment d'en éclairer un des aspects particuliers. Je ne parlerai que pour l'industrie, que je connais un tout petit peu moins mal que le reste. Nous avons fait, dans le cadre, vous savez, il y a un très très gros exercice lancé passionnant et très robuste. Dans le cadre de cet exercice, nous avons fait une étude, et ils nous ont demandé spécifique sur ce que pourrait être un scénario de consommation électrique de l'industrie à l'horizon 2050. Nous avons une approche économique et non pas une approche technique. Une approche économique qui a consisté à partir d'un objectif, soit on a retenu un objectif macroéconomique qui consistait à dire on va revenir dans une logique de réindustrialisation, ce que RTE a appelé la réindustrialisation profonde, soit nous prenions un objectif macroéconomique qui était de dire il faut revenir par tous les moyens à un poids d'industrie dans le PIB à 12 ou 13%. Bon, ça nous paraissait peut-être un petit peu présomptueux, en tout cas on laissait ça aux macroéconomistes. Et donc nous on est parti d'un objectif plus modeste, qui était de dire on va, retenons comme objectif un rééquilibrage des balances commerciales de l'industrie globalement à horizon 2050, qui est un objectif extrêmement ambitieux, et qui se traduit en termes de poids dans le PIB simplement par un quasi-maintien à 10%, compte tenu de la croissance du PIB par ailleurs. Voilà, et sur cette base-là, donc, on a projeté un certain nombre d'hypothèses, avec les hypothèses d'efficacité énergétique, les hypothèses de report sur des technologies d'électrification. Et en fait, le grand message, c'est que l'industrie, la décarbonation de l'industrie, passera à plus de 80% par l'électrification. Je crois qu'il n'y a pas de débat autour de ça. La question est de savoir quel type d'électrification et quelle technologie d'électrification, parce que ça induit des rendements extrêmement différents. Et bref, pour la faire courte, on est arrivé à une conclusion, avec bien sûr des fourchettes, qui est de dire par rapport à une consommation de référence qui est 2019, qui était exactement 115 TWh, la consommation de l'industrie en France, on a un facteur supérieur à 3, c'est-à-dire qu'on passe au milieu de la fourchette à 385
TWh à horizon 2050, c'est-à-dire 60 à 70 TWh de plus que le scénario le plus de réindustrialisation profonde de RTE. Alors, long débat pour expliquer cet écart, on ne l'explique pas, si ce n'est par des écarts de méthodologie, ce qui n'est pas absurde. Il y a un autre facteur technique, et je ne vais pas m'arrêter là, qui est que la production d'électricité en Europe ne peut avoir le caractère de production en base et de pilotabilité qu'elle avait jusqu'alors. Les capacités de stockage d'électricité à l'échelle de ce qu'est le marché européen seront, quel que soit le progrès technique, il y en aura bien évidemment des majeurs, pour autant ne seront jamais à l'échelle des besoins du marché. Donc l'électricité restera ce marché très très particulier où la formation des prix ne peut pas être ajustée par les effets de stock, sauf très très marginalement. Et donc ça c'est une donnée fondamentale qu'il faudra dans la construction du futur système de prix intégré. Voilà, je m'arrête là sur ces quelques constats de départ, et puis on pourra revenir bien sûr après sur les problématiques du signal prix. Pour l'industrie, la décarbonation est essentielle. Est-ce que nous recevons le bon signal prix aujourd'hui? Quelle est sa pertinence? Quelle est sa portée? Et quel est son effet sur les acteurs? Et c'est quelque chose que peut mesurer. Et donc, quelle est la place du marché, et notamment du marché de l'euro européen dans cette pertinence de ces signaux, et quelles doivent être des solutions complémentaires ou adjacentes de type contrat long terme. Les effets de serre ont augmenté depuis les années 90. Tout le monde a réussi à se décarboner et a commencé à la décarbonation, la baisse tendancielle. Le secteur du transport n'a pas encore réussi. Et c'est le tiers aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre de la France qui est issu du secteur des transports. Et en fait, 95% de ces émissions viennent de la route. Donc c'est vraiment la route qui est au cœur des sujets de la décarbonation du secteur des transports. Et par ailleurs, les objectifs pour décarboner ce secteur des transports, alors il y a évidemment les objectifs de report modal, donc de favoriser le covoiturage, les transports en commun ou les modes doux. Il y a évidemment aussi le fret ferroviaire, augmenter la part du fret ferroviaire. La France s'est fixé un objectif de doubler la part du fret ferroviaire d'ici à 2030. Mais même avec toutes ces mesures, la part de la route dans les émissions restera prépondérante. Ça restera de très très loin le premier mode de transport de personnes et de marchandises. Donc on ne peut pas décarboner le secteur des transports sans décarboner les véhicules qui circulent sur nos routes. C'est d'ailleurs même le premier levier aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2. Il y a deux sujets assez différents sur la décarbonation de la route. Il y en a un qui est nettement plus mature technologiquement que l'autre. Il y a la question des véhicules légers, donc les voitures que nous utilisons tous les jours. Aujourd'hui, technologiquement, et d'ailleurs en termes de compétitivité, il n'y a plus trop de débat. C'est le véhicule électrique à batterie qui s'est déjà imposé finalement. Les ventes de véhicules électriques à batterie sont en train d'exploser depuis 2 ans. C'est d'ailleurs la solution qu'ont retenue la plupart des États européens, ou tous les États européens, y compris la France, avec des objectifs très ambitieux de développement de véhicules électriques dans la décennie qui vient. Et alors, donc d'un point de vue régulatoire, on a une combinaison d'obligations pour les constructeurs qui doivent réduire les émissions moyennes de CO2 par véhicule d'ici 2030. Et puis on a aussi un volet plus incitatif pour stimuler la demande et favoriser l'achat de véhicules électriques. En termes de compétitivité, c'est des véhicules qui vont devenir compétitifs, qui sont d'ailleurs déjà à l'usage compétitif, alors, particulièrement en ce moment compte tenu des prix exceptionnels que nous rencontrons sur les carburants. Mais à l'usage, c'est un véhicule qui, lorsqu'on se recharge chez soi, est déjà compétitif avec un véhicule thermique, et le sera encore plus dans les années à venir. Et l'enjeu majeur que nous avons détecté chez Vinci Autoroute, c'est ce qu'on va appeler la recharge en itinérance, c'est-à-dire quand on a un véhicule électrique, 90% du temps on va se recharger à son domicile ou sur son lieu de travail, mais dans les 10% des temps qui restent, notamment pour faire des trajets à longue distance et notamment lors des grands départs estivaux ou en vacances, il faut pouvoir se recharger comme on utilise un véhicule thermique, c'est-à-dire une pause toutes les 2 heures de 20 à 30 minutes qui permet de reprendre 2 heures d'autonomie. Et pour faire ça, il faut installer des stations de recharge à très haute puissance, donc des bornes de recharge qui existent aujourd'hui et que nous sommes en train de déployer sur nos réseaux. On a à peu près la moitié de nos aires de service, une centaine d'aires de service sur 180 qui sont aujourd'hui équipées de stations de recharge. Et l'objectif, c'est d'arriver en 2023 à un équipement complet de nos aires
mais ce n'est qu'un premier déploiement, c'est-à-dire qu'on va devoir augmenter de façon exponentielle le nombre de bornes. Et pour vous donner une illustration, Enedis et RTE ont publié une étude l'été dernier qui montrait que dans une dizaine d'années, sur les aires les plus importantes, où il y aura le plus de trafic de pointe notamment, il faudra 40 MW et installer 200 bornes sur une aire de service. 40 MW, c'est l'alimentation électrique de l'aéroport d'Orly, après, comme ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'on va installer des puissances d'Orly tout le long des autoroutes, rien que pour les véhicules légers. Ensuite, c'est la question des poids lourds, qu'il va falloir décarboner également. Alors là, le pari technologique n'est pas encore totalement gagné. Il y a encore des questions de technologie entre les biocarburants, le biogaz, l'hydrogène qui arrivera peut-être un jour, les poids lourds électriques à batterie, donc qui ont le même concept que les poids lourds, que les véhicules légers que nous connaissons aujourd'hui, et puis les systèmes de route électrique, c'est-à-dire les systèmes où le poids lourd s'alimente en continu en roulant avec une petite batterie. Ce sont des technologies qui sont aujourd'hui étudiées par l'ensemble de la filière du secteur des transports. Et là aussi, on a un gros enjeu de compétitivité. Pourquoi ? Parce que l'investissement en infrastructure ou dans le poids lourd est beaucoup plus significatif. C'est-à-dire que les réseaux de recharge ou les réseaux d'hydrogène ou les réseaux de route électrique qu'il faudra installer pour accueillir ces poids lourds décarbonés sont considérables et vont nécessiter de complètement transformer l'infrastructure autoroutière. Forcément, en termes de compétitivité, ça a un coût notamment de CAPEX, c'est-à-dire qu'on a vraiment un enjeu majeur d'infrastructure et de qui finance ces coûts et comment est-ce qu'on assure, notamment pour le secteur des transports, du transport routier, que ces investissements se font de façon compétitive par rapport au prix complet d'un tracteur diesel aujourd'hui ou d'un poids lourd diesel aujourd'hui. Même dans une dizaine d'années, si on remplit nos objectifs de report modal et de fret ferroviaire, il restera encore au moins 70% des transports qui passeront par la route et au moins 70% des émissions du secteur des transports qui seront sur la route. Donc il faut décarboner les véhicules et il faut les décarboner de façon compétitive. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui dans un contexte qui, pour la plupart d'entre nous, est peut-être nouveau, parce que Nicolas de Varenne a parlé du choc pétrolier. C'était le début de la réflexion sur l'efficacité énergétique également. Donc, les premières réglementations thermiques ont émergé en Europe à ce moment-là. Et si nous regardons le contexte aujourd'hui, Fit for 55, le programme de la Commission européenne pour la décarbonation de nos sociétés, nous voyons que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans les années 70 et 80. La politique énergétique en Europe, partout, elle a un triple objectif aujourd'hui. C'est un équilibre entre un système propre, abordable et stable. C'est très facile d'atteindre deux objectifs, mais les trois, ça c'est plus compliqué. En France, on parle souvent d'un trilemme. Aujourd'hui, et nous l'avons entendu en Europe, l'électricité, elle compte à peu près pour 20% de la consommation finale d'énergie. Cela va s'inverser plutôt. L'électricité, elle va clairement devenir l'énergie dominante parce que c'est la seule qui permet à grande échelle de décarboner les usages aujourd'hui non électriques. Ça veut dire chaleur, c'est aujourd'hui 50% de nos besoins en énergie. Ça veut dire également mobilité, premier secteur au niveau des émissions, et l'industrie où il y a également une grande partie d'usages aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement liés à l'énergie, mais qui seront électrifiés simplement pour adapter les processus à un mode décarboné. Donc pensons là notamment aussi au débat autour de l'hydrogène qui a déjà été mentionné. Nous voyons là un énorme défi. Il va falloir transformer les réseaux électriques pour intégrer plus de production. C'est une opération à cœur ouvert qui va là durer encore 30 ans. J'aimerais bien vous parler de l'Allemagne aujourd'hui. En France, c'est peut-être avant les élections un peu moins clair dans quel sens les choses vont évoluer. Le nouveau gouvernement fédéral en Allemagne s'est fixé l'objectif donc, secteur électrique en Allemagne qui émet aujourd'hui 10 fois plus de CO2 qu'en France, parce qu'il y a encore une grande partie de charbon.
arriver à 80% de renouvelables d'ici 2030, donc c'est à peu près le double de ce qu'il y a aujourd'hui. Et en même temps, on pense que les besoins en énergie ou en électricité surtout vont évoluer de 25%. Donc ça veut dire que les 600 TWh qui sont la production allemande aujourd'hui, elles vont devoir se faire en renouvelable d'ici 8 ans. Donc la pente, elle est raide pour plusieurs raisons. Il y a la première question, bien sûr, c'est la construction de ces nouvelles capacités, mais après, c'est aussi leur intégration. Nous allons assister à une décentralisation de la production et également, nous venons de l'entendre aussi, à une plus grande volatilité dans la production qu'il va falloir intégrer. En même temps, nous entendons que les besoins vont donc évoluer, surtout dans l'industrie. Par exemple, l'industrie chimique nous a parlé en Allemagne, qui consomme aujourd'hui 10% de l'électricité. Elle nous a communiqué que si Fit for 55 est appliqué en Allemagne, ça reviendrait à donc une multiplication par 10 de leurs besoins en électricité, c'est-à-dire en gros, ça reviendrait à l'équivalent de la production totale d'électricité en Allemagne aujourd'hui. Ça, c'est à la fois un défi, mais également une chance, également pour la mobilité. Avec cela, dans ce système, avec beaucoup de volatilité, arrivent également des vecteurs de flexibilité. Et le grand défi, ce sera de lever ces potentiels. Ça veut dire qu'il faut adapter les marchés pour inciter ces différents acteurs à mettre à disposition leur potentiel de flexibilité afin d'éviter des coûts après qui seraient colossaux pour construire des batteries, etc., pour fournir cette flexibilité dans le système autrement. Donc, on voit là un panorama de différents défis qui sont très souvent également interdépendants. Et il va falloir maintenant travailler sur des feuilles de route qui permettent de développer ces capacités à une cadence assez rapide, mais également d'assurer que le système électrique tient la route et qu'il arrivera à fournir l'électricité aux consommateurs au bon moment dans la bonne quantité. Merci beaucoup. À tous les trois, vous avez dressé le panorama des enjeux quelque part là où on souhaiterait aller. Je vous propose maintenant d'échanger peut-être sur justement les défis qui se posent à nous, en se concentrant à la fois sur ceux qui relèvent de la compétitivité, et évidemment, je ne doute pas qu'on en croisera d'autres en chemin. Si peut-être je reprends d'abord avec Monsieur de Warren, pourriez-vous nous expliquer d'où provient l'enjeu de compétitivité qui vient se superposer à celui de simple disponibilité d'électricité que vous nous aviez exposé? Alors, l'enjeu de compétitivité, il vient essentiellement du fait que l'essentiel de nos industries sont dans un contexte de concurrence internationale à peu près complet. Il n'y a pas dans l'industrie aujourd'hui de secteur qui soit vraiment protégé. Alors, le contexte concurrentiel, il est par cercle concentrique. Il y a un certain nombre d'industries qui sont dans un espace européen et dont l'activité s'apprécie à l'aune de la compétitivité de nos amis partenaires et concurrents allemands, bien évidemment. C'est toujours le benchmark, en particulier dans l'industrie chimique où je suis. Sven présente d'évoquer l'industrie chimique. Et puis, bien sûr, des cercles beaucoup plus larges pour les industries d'amont, en particulier, où on est sur des référentiels totalement mondiaux. Je prends l'exemple de l'aluminium, où le cours de l'aluminium est déterminé par un index qui s'appelle le LME, London Metal Exchange, qui détermine le cours de l'aluminium au jour le jour. Et il est assez dynamique en ce moment, peut-on dire. Voilà, donc cet environnement concurrentiel, il est réel. Le très gros sujet que nous vivons aujourd'hui,
faire un point d'actualité, c'est que la crise énergétique que nous vivons, l'Europe est aujourd'hui la seule à la vivre. C'est un très très gros problème et c'est un facteur, et comme probablement cette surchauffe énergétique des prix va probablement durer, si tout se passe bien, il y aura un an, peut durer plus, il y a un problème, il y a un risque de perte de compétitivité, de décrochage, qui n'a pas un caractère aigu et instantané, qui a un caractère durable. Et le risque est absolument majeur par rapport à des pays qui ont des ressources énergétiques et qui ont une énergie stable. Le prix du gaz, les Américains ont s'en plaindre, enfin, le prix du gaz aux États-Unis est passé, rapporté en euros par mégawattheure, est passé de 10 euros à 18 ou 20 par rapport à la référence européenne actuelle et probablement durable de l'ordre de 100, et on est en facteur 10. Quant au reste du monde, la plupart du temps, les prix de l'énergie sont administrés. Ils sont en Chine. La Chine est très dépendante de son énergie, mais n'a pas de marché de l'énergie, et en particulier pour l'industrie, les choses, et pour les particuliers, les choses sont totalement administrées, c'est-à-dire que quand il n'y a pas assez d'énergie, on arrête les usines. On en a été les premières victimes l'année dernière, pas sous des prétextes, mais enfin sous des motifs environnementaux, légitimes par ailleurs, mais enfin on a quand même été arrêté plusieurs semaines administrativement, du jour au lendemain. C'est toujours compliqué dans l'industrie. Voilà, donc ce contexte concurrentiel, c'est très très gros sujet pour l'Europe, c'est comment construire une résilience compétitive sur l'énergie. Autre élément très important, et ce qui est compliqué dans le mode de formation futur des prix de l'énergie, en particulier l'électricité, c'est qu'on est exclusivement dans une problématique, comme lui l'a indiqué rapidement, dans une problématique de CAPEX. C'est-à-dire que tous les investissements d'accroissement de l'énergie, c'est uniquement du CAPEX, c'est-à-dire c'est uniquement de l'investissement et avec des OPEX nuls. La manifestation la plus évidente, ce sont bien sûr les ENR, photovoltaïque ou éolien, vous n'avez pas de coût d'exploitation, c'est aussi très 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 largement le nucléaire. Évidemment, les coûts d'exploitation sont nuls, et donc tout est une question de CAPEX et de financement du CAPEX, donc du modèle financier par lequel on finance ces investissements. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de modèle financier à construire, et donc quel mode de rémunération de l'énergie mettons en face de cela pour adresser ces échanges de financement. Voilà. Et donc pour nous fondamentalement, c'est la visibilité dont on a besoin pour investir dans la décarbonation. La décarbonation, il y a un débat, on y va, on va y aller, à la fois par de la décarbonation diffuse et courante des technologies existantes, et puis par les technologies qu'on va petit à petit implémenter. Pour autant, on a besoin de visibilité, parce que bien évidemment, pour parler de façon extrêmement concrète, dans les circonstances actuelles qui sont extraordinairement perturbées, vous avez une usine, vous avez une chaudière à gaz qui est en fin de vie, qui a 40 ans, 35-40 ans, parce qu'on n'a plus de chaudière au fioul depuis longtemps. Que fait-on? Est-ce qu'on la remplace par une chaudière à gaz haute performance? Est-ce qu'on la remplace par une chaudière électrique avec les changements de procédés associés, les changements qui est toujours un peu plus lourd, un peu plus complexe, qui dans certains procédés va être difficile, etc. Donc, vous voyez, ce choix cordélien est aujourd'hui dans une situation si perturbée et sans signaux de marché pertinent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on diffère les décisions. Sauf à aboutir sur un mur réglementaire qui, à ce moment-là, pose un vrai problème parce que la rationalité n'est plus une rationalité économique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de payout, on peut plus intégrer un payout, un calcul de temps de retour sur l'investissement pertinent, puisqu'on a un mur réglementaire qui dit vous arrêterez votre chaudière, vous arrêterez votre centrale thermique le 1er avril ou le 1er juillet 2022 parce que. Voilà la problématique dont ces signaux, et donc la réflexion, je pense que la France nous a beaucoup poussé, et on est heureux que la France, dans les circonstances actuelles, qui sont propices, parce que on voit bien que les situations de crise sont toujours propices à faire éclater les cadres les plus établis, et les schémas de pensée les plus bloqués, il est absolument indispensable, et la France insiste, et ce sera discuté aujourd'hui même, de lancer une réflexion de fond sur la réforme du market design de l'électricité en Europe. C'est un travail dont on aura besoin de vous, c'est un travail d'économiste fondamentalement, puisque la loi de formation des prix sur le marché, la loi de la marginalité, on renvoie à Marcel Boiteux, lisez les articles célèbres de Marcel Boiteux en 1956 qui sont passionnants, il s'inscrit dans un côté complètement différent, mais il a analysé la pertinence, la formation des prix par la marginalité dans l'énergie. Alors, il faisait à l'époque en référence au charbon et à l'hydraulique, à l'hydroélectricité, il n'y a pas de pétrole, etc. Enfin, c'est très intéressant. Mais voilà, donc cette loi économique fondamentale doit être visitée et on a besoin de l'apport de la science économique pour reconstruire un système, un futur système de signal prix qui adresse cet impératif de la décarbonation.
c'est là l'autre paradigme essentiel de changement que je voulais mettre en avant. Il y a cet impératif quasi kantien, l'impératif catégorique, au sens kantien du terme, de la décarbonation, qui s'impose à tous et qui change fondamentalement le regard que nous devons porter sur ce mode de formation des prix. Merci. Peut-être, oui. Est-ce que vous pouvez commenter sur comment ces enjeux qui sont, comme on l'a vu, extrêmement techniques, à la fois dans leur portée économique et industrielle, viennent ensuite se matérialiser pour la décarboner des usages au niveau des individus, plus et moi, et nos voitures si nous en avons, et comment ça influence les problématiques de compétitivité du véhicule électrique léger tellement. Alors oui, bah moi je vais prendre un vieux souvenir puisque j'ai étudié dans cette université à Dauphine et j'ai eu un cours passionnant de finance comportementale où on nous expliquait justement que le modèle microéconomique et la rationalité des individus, en fait, ça n'existe pas et qu'on est tous plein de biais. Et ces biais sont assez intéressants parce que j'en ai trouvé un d'application très concrète sur le secteur de la décarbonation des véhicules légers. C'est qu'aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique et que vous avez une borne chez vous, ça va vous coûter 2 ou 3 fois moins cher de faire le plein d'électricité que de faire un plein d'essence. Peut-être même encore plus vu les prix actuels du carburant. Et vous allez faire ça 90% du temps. Donc en fait, vous achetez un véhicule électrique aujourd'hui, il coûte un peu plus cher à l'achat, mais vous vous rechargez pour tellement moins cher qu'un plein d'essence qu'assez rapidement, ça devient plus rentable qu'un véhicule thermique. Pour autant, quand vous allez partir faire un Paris-Bordeaux, vous allez vous arrêter sur une aire d'autoroute, et là, le plein d'électricité va vous coûter le double d'un plein thermique. Et donc, comme vous faites ça que 10% du temps, normalement, vous faites le calcul économique rationnel, vous dites, je gagne de l'argent sur l'ensemble de ce cycle en achetant une voiture électrique. Et pourtant, c'est un énorme frein et un biais cognitif que les gens ont en disant, voilà, même si rationnellement je pourrais faire le calcul, je ne veux pas payer le double d'un plein d'essence. Et donc, ça fait un vrai frein à l'achat de véhicules électriques. C'est quelque chose qu'on a très bien identifié, d'ailleurs que l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique a très bien identifié. Et donc, on est vraiment en plein dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la compétitivité du véhicule électrique. A priori, elle a l'air d'être établie, mais à quel tarif est-ce qu'on peut se recharger sur une autoroute, par exemple? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher de se recharger sur une autoroute aujourd'hui. C'est encore un problème de CAPEX, hein, comme on l'avait déjà évoqué avec Nicolas. C'est qu'aujourd'hui, le prix de construire une station de recharge à très haute puissance sur une aire de service, c'est extrêmement cher. Pour installer 6 bornes, 6 ou 8 bornes, ça coûte à peu près 1 million d'euros. Et c'est un modèle économique qui est fondamentalement déséquilibré. Parce qu'en fait, il faut se dimensionner pour répondre à la pointe, c'est-à-dire il faut mettre le nombre de bornes qu'il faut pour recharger tout le monde le 15 août. Et donc, l'opérateur de bornes qui va exploiter ces bornes, il va avoir en moyenne des bornes assez peu utilisées. Et donc, c'est un vrai challenge parce que forcément, l'ajustement aujourd'hui, c'est le prix. Et donc, le choix qui a été fait en France, c'est plutôt de laisser ces prix assez libres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne a fait un choix assez différent, justement du fait de ce biais. Il y a un grand appel d'offres qui est en cours en Allemagne pour équiper 1000 stations de recharge à très haute puissance sur les grands axes autoroutiers et les nœuds périurbains en Allemagne. Et dans l'appel d'offres qui a été lancé par l'Allemagne, il y a un plafond de prix qui est fixé à, je crois, 44 centimes du kilowattheure, ce qui est à peu près l'équivalent en essence, l'équivalent kilométrique d'un plein d'essence ou de diesel. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, là, on a un facteur très fort où, quand on peut garantir à un ménage qu'il peut acheter, qu'il fera son plein en dehors de chez lui à tout moment pour le même prix qu'un plein d'essence, c'est un formidable vecteur d'accélération de la mobilité électrique et ça déclenche l'acte d'achat et ça préserve la compétitivité, je dirais, psychologique des ménages qui vont acheter de l'électricité. C'était pour le véhicule léger. Pour les poids lourds, le problème va être encore pire, je dirais, puisque quelle que soit la technologie, alors les constructeurs de poids lourds ont plutôt retenu la technologie des poids lourds à batterie, donc avec des très 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 grosses batteries, et qui vont avoir besoin de bornes encore plus puissantes pour se recharger, et donc vous voyez venir des capex encore plus importants, avec un énorme enjeu de compétitivité aussi, et alors là pour le coup c'est pas de la compétitivité psychologique d'un ménage pour le convaincre d'acheter un véhicule électrique, c'est vraiment le modèle économique qui est difficile et du transporteur routier, qui a un coût complet de son poids lourd diesel qui est bien connu, avec un coût d'exploitation bien connu, même s'il peut varier évidemment avec les prix du diesel. Et donc comment est-ce que, en passant d'un modèle où on est plutôt sur
un modèle d'OPEX, où il y a une grosse part du coût complet du poids lourd qui est dans l'achat d'essence, de diesel. On va avoir un énorme coût d'investissement, à la fois sur la batterie du poids lourd qui va être très important, et puis sur l'infrastructure de recharge qu'il va falloir déployer partout en Europe, parce que là, évidemment, on parle d'une infrastructure européenne pour les poids lourds. Et comment est-ce que, de la même façon, on va garantir de pouvoir faire ces investissements, alors là, sous contrainte de prix, parce que si on explique aux transporteurs ou à l'industrie ou à l'agroalimentaire que les prix de transport de denrées alimentaires ou de marchandises vont doubler ou tripler parce qu'il faut se décarboner, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un enjeu qui est vraiment du côté des pouvoirs publics. Et je trouve que tout à fait ce que disait Nicolas, il y a un enjeu de modèle économique et financier. Comment on finance ce mur d'investissement dont tout le monde parle, dans tous les secteurs. Quand on parle de décarbonation, on parle, l'unité c'est la centaine de milliards, il y a des milliards à investir partout. Comment est-ce qu'on finance tout ça en restant compétitif? Voilà. Je finis sur une question ouverte, mais c'est vraiment un enjeu assez majeur. Donc je trouve que la conférence d'aujourd'hui est très intéressante de ce point de vue-là, éclairante. Merci, je sens Zen prêt à bondir pour nous apporter la solution peut-être. Si je connaissais la solution, je ne serais probablement pas ici. Si. Non, je pense qu'il y a là deux cas vraiment cruciaux pour l'avenir de la compétitivité de nos économies. L'industrie, nous avons vu en 2008 si au niveau des coûts, les choses sont pas bien réglées, que ça peut très vite avoir des conséquences assez lourdes. Et là, bien sûr, avec ces nouveaux objectifs, avec des forts enjeux pour l'industrie et les transports aussi, nous nous dirigeons vers une situation où des grands groupes industriels, peut-être surtout l'industrie, la métallurgie, peut-être aussi tout ce qui est mécanique, vont se poser la question si leurs opérations sont toujours situées dans le bon pays. En Allemagne, ce que je trouve intéressant, en comparaison avec la France aussi, donc l'Allemagne a introduit la taxe carbone début de l'année. Et au contraire de la France, l'argent est surtout utilisé pour financer la décarbonation. Ça veut dire pour l'industrie, pour leur permettre de réinventer leur processus. Également, elle sera utilisée là d'ici peu pour le financement des énergies renouvelables. Ça veut dire que l'émetteur de CO2 finance la décarbonation. Ça crée une double incitation. Ça veut dire que nous avons d'un côté quelqu'un pour qui ça devient de moins en moins intéressant d'émettre du CO2, et de l'autre côté, nous avons des personnes qui vont investir dans les énergies renouvelables parce que, et ça c'était un point très important qui a été mentionné, nous nous dirigeons vers une situation où les technologies bas carbone dans la génération d'électricité vont devenir dominantes. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, le prix de gros, il fonctionne sur une logique de coûts marginaux. Ça veut dire la valeur référence, c'est le coût pour la production d'une unité additionnelle d'énergie. Nous avons entendu que pour les renouvelables, pour le nucléaire aussi, donc toutes les technologies qui sont faibles en carbone ont des coûts marginaux quasiment zéro. Ça veut dire qu'à un moment donné, le marché, la plupart du temps dans l'année, se rapproche de zéro. Et en même temps, nous constatons que nos besoins en électricité vont doubler d'ici 2050. Donc, il faut beaucoup plus de capacité de génération, mais qui va les financer si ce n'est pas s'il peut se rattraper sur les marchés? Ça, c'est une grande question, et il faut donc réfléchir sur des alternatives. Nous voyons l'émergence de contrats d'achat direct. Je me souviens d'un débat ici à Dauphine sur cette question, la réglementation il y a 5 ans déjà. La question, elle persiste. Et également, dans quelle mesure ça peut être appliqué par la suite, jusqu'à quel niveau une petite entreprise peut signer un contrat de fourniture avec un producteur en connaissant moyennement bien ses besoins d'électricité pour les 5 ans à venir. Donc ça, c'est un point central. Et par la suite, bien sûr, l'évolution du coût du système qui va prendre le relais, en gros, de la grande partie
du coût d'électricité, la composition, elle va changer. Si je regarde aujourd'hui les coûts d'électricité, je vois qu'en France, le prix du gros, il est là sur ces premiers 2 mois de 2022, à peu près 40% au-dessus du prix de gros en Allemagne. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande qu'il va falloir combler vite, parce que ça aura un impact sur l'attractivité de l'économie et de l'industrie, pour l'industrie française de rester ici. Il y a des technologies qui mettent plus de temps à mettre en œuvre. Nous le voyons sur un projet en France. Il y a d'autres technologies qui ont également des problèmes d'être réalisées. Donc là, je pense qu'il y a également un appel aux législateurs de prendre ça au sérieux. C'est un facteur pour la compétitivité d'avoir des capacités suffisantes pour permettre d'atteindre des niveaux de prix d'électricité qui sont adéquates aux activités qui sont situées dans nos pays en Europe et finalement qui vont permettre d'atteindre cette neutralité carbone dans la prospérité plutôt que dans l'austérité. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. La décarbonation par la délocalisation, c'est pas une bonne idée, je pense. C'est pas ce que nous voulons. Et là, il y a une urgence, il faut agir. Le débat auquel nous venons d'assister a été très intéressant également pour nos intervenants, je pense, parce que nous avons clairement vu que le sujet de la transition énergétique est en train d'évoluer. Il ne s'agit plus d'un sujet de niche. Là, ça commence à devenir le thème dominant pour nos sociétés, nos économies. Ça touche à tous les secteurs. Ce n'est plus uniquement une question de génération d'énergie, mais également comment nous allons consommer demain dans l'industrie et nos particuliers. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est quand même le fossé qui commence à se dessiner entre les objectifs européens et nationaux, peut-être, et les stratégies des entreprises. Et je pense qu'un grand défi consiste aujourd'hui de bâtir des politiques qui vont permettre également aux entreprises de s'aligner sur ces politiques. Sans eux, la décarbonation n'aura pas lieu. Donc là, il y a beaucoup de réflexions et de dialogues à mener pour s'assurer que les potentiels que nous commençons à découvrir aujourd'hui, là aujourd'hui nous l'avons vu dans l'industrie et dans la mobilité, sont identifiés et par la suite également saisis pour la décarbonation de nos économies. Cette conférence était très intéressante. Moi, j'en ai retenu, malgré des secteurs assez différents entre l'industrie, l'énergie, les transports, un certain nombre de points communs dans les questions de décarbonation et de compétitivité. J'ai quand même retenu que nous avons tous dit qu'il y avait un changement de paradigme, puisqu'on allait aller dans un monde d'infrastructure où le CAPEX était le sujet essentiel, l'investissement était le sujet essentiel, et que ça nécessitait de repenser la façon dont on finance ce type d'investissement, et que voilà, le support de décarbonation dans l'industrie, dans l'énergie ou dans les transports va nécessiter forcément des investissements très lourds, et que ces investissements, il faut réfléchir à la façon dont on les finance, et ils vont concentrer ces investissements, l'essentiel du coût, puisque le coût variable ensuite sera relativement faible. Ça, c'est un enseignement intéressant. J'ai retiré un deuxième élément intéressant dans cette conférence, c'est celui du rôle de l'État. C'est intéressant et de l'articulation en fait entre les politiques publiques et le rôle de l'État. Alors en ce qui concerne tout particulièrement le secteur des transports et la décarbonation de la route, qui est le sujet de préoccupation principale de Vinci Autoroutes, c'est vrai que l'État a un rôle déterminant à jouer dans ce système, et un rôle d'aménageur en fait. C'est un rôle d'aménageur, de planificateur. On a parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie
l'énergie, avec une vraie planification de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. Alors, on pourrait imaginer exactement la même chose dans les infrastructures de transport routier, dans l'électrification de la route, puisque les solutions de décarbonation sur la route, elles vont être électriques, un peu comme dans l'ensemble des secteurs. Et là, il y a un vrai enjeu de planification de ces investissements. Par exemple, les réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques légers sur les aires de service des grands axes, les réseaux de bornes pour les poids lourds éventuellement, ou les réseaux d'autoroutes électriques qu'il faudra installer alors c'est tout particulièrement sur l'autoroute, mais c'est également vrai en dehors de l'autoroute. Les collectivités ont aussi un rôle à jouer, par exemple, dans l'aménagement du territoire pour installer des réseaux de bornes de recharge publiques sur les places de stationnement. Donc il y a un vrai rôle des pouvoirs publics pour intervenir et organiser cette transition énergétique du secteur des transports. L'industrie française et l'industrie européenne, bien sûr, est aujourd'hui inscrit sur son développement et son avenir dans le cadre d'un impératif catégorique qui est celui de la décarbonation de ces procédés et donc de ces usines à l'horizon 2050. Dans ce cadre-là, je crois qu'il y a un double changement de paradigme. Le premier, c'est que l'offre d'énergie, et en particulier l'offre d'électricité, va être assez largement contrainte, au moins pour les 15 prochaines années. Nous ne sommes plus dans l'époque de l'abondance énergétique, et en particulier de l'abondance électrique que la France a connue avec le programme électronucléaire. Nous allons être aujourd'hui dans une situation où il va falloir optimiser la gestion de molécules et d'électrons qui vont être moins disponibles et moins abondants. C'est la première réalité du côté de l'offre. Quelle que soit d'ailleurs la vitesse de développement des ENR, nous sommes dans cette situation. Du côté de la demande, au contraire, la demande d'électricité en particulier va exploser. La décarbonation de l'industrie et de l'économie en général, le changement des usages, va conduire à une augmentation considérable de la consommation électrique en Europe et dans le monde. C'est ça le très grand défi, c'est qu'elle est simultanée, elle interviendra dans le monde entier, puisque pour ce qui est de l'industrie, nous avons aujourd'hui la certitude que sa décarbonation passera massivement, probablement à plus de 80%, par l'électrification de ces procédés. Il y a donc là un grand écart qui se creuse entre l'offre et la demande d'électricité en particulier, avec la difficulté que l'électricité ne se stockera pas à l'échelle de ce qu'est le marché européen, dans des proportions suffisantes pour assurer cette fonction d'équilibrage entre l'offre et la demande. Il n'y aura pas d'effet de stock de l'électricité. Voilà, ce sont des challenges absolument considérables. Il est certain que nous saurons y répondre, mais pour autant, il faut les adresser étape par étape, à la fois par la recherche, par l'innovation, par nouveaux procédés, par des sauts technologiques. Et je pense que l'industrie en a bien pris conscience et va s'y attacher dans les prochaines années. Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. Je vais prendre un point de vue de prospectiviste. Et contrairement à ce qui a été dit, la bonne nouvelle, c'est que la mobilité est le bon élève de la décarbonation et pas le mauvais élève. D'un point de vue prospectif. Et la chance qu'il a eue, que ce secteur a eue, c'est de ne pas être intégré dans l'ETS européen. Parce qu'à l'époque, on calculait le prix de CO2 autour de 300 € la tonne de CO2 et on s'est dit, oulala, c'est trop, on va le sortir et on va faire autre chose. Et cette autre chose, ça a été une courbe de déclin vendue aux constructeurs qui s'appelle de la régulation. Et non seulement les constructeurs ont adopté cette courbe, mais ils se sont battus comme des chiens entre eux pour respecter cette courbe de déclin et baisser la courbe. Par conséquent, si on avait fait autrement, on n'aurait soigné que l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on aurait aujourd'hui des voitures de 3 litres au 100 et pas de 0 litre au 100 comme la voiture électrique. Alors, c'est un point majeur parce que ça va se développer. Et quel est le moteur de compétitivité là-dedans? Et à mon avis, c'est la synergie qui se développe très forte entre la mobilité et le réseau électrique. Cette synergie a été calculée de 1 000 € par voiture et Enedis, l'EDF, anticipe déjà qu'en 2035, avec des millions de voitures, ils en auront 1 milliard récurrent par an. Du coup, comme il y a synergie, il y a rente, et la question c'est où est-ce que je mets le curseur de cette rente? Avant la COP21, j'avais proposé que
soit mis au niveau du conducteur pour faire de l'électricité gratuite pour la mobilité électrique, pour la développer encore plus vite. Et malheureusement, aujourd'hui, cette rente, elle est du côté des Enedis en totalité, pratiquement, ou en tout cas dans le futur. Et ma question est très simple, c'est est-ce que dans la négociation, car c'est une rente, il y a une négociation entre ces deux secteurs industriels pour améliorer la compétitivité, Vinci n'est pas un peu petit bras, je dirais, comme Total ou les autres, pour rapatrier la rente chez eux, chez le conducteur, de façon à baisser le prix de l'électricité, en particulier si le coût des bornes coûte cher. Et je termine simplement en disant que pour les bornes, c'est un problème d'infrastructure, donc d'intérêt général, donc de dépenses publiques, au même titre qu'il y a un siècle, quand le développement industriel s'est fait, c'est bien l'État qui a payé les routes. Alors, merci pour alors, effectivement, d'un point de vue prospectif, si tout le monde atteint les objectifs fixés par les normes café, par exemple, en 2030, oui, effectivement, on aura le secteur des transports et la route sera devenu un bon élève, mais je faisais plutôt de l'historique que du prospectif. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, aujourd'hui, le principal driver de la vente du véhicule électrique, c'est l'obligation qui est imposée par l'Europe aux constructeurs automobiles de réduire drastiquement d'ici 2030 les émissions moyennes par véhicule. Et la seule façon d'y arriver, c'est de vendre plus de véhicules électriques. Et c'est exactement les débats qu'il y a dans le Fit for 55 en ce moment. Et donc ça, c'est effectivement, je dirais que du côté du véhicule, c'est effectivement cette solution qui a été retenue et qui a le mérite de fonctionner extrêmement bien. Son principal driver en termes de compétitivité, ça n'aurait pas été possible sans la baisse drastique et exponentielle du prix des batteries qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, il va se poser un problème de volume. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de batteries à produire pour les véhicules électriques dans le monde qu'il va y avoir probablement une tension sur le prix à un moment. Mais en tout cas, voilà, la baisse du prix du véhicule passe par là et la compétitivité du véhicule électrique passe aussi par là. Là où je partage un peu moins ce que vous dites, c'est que sur l'infrastructure, je ne sais pas s'il y a une rente chez Enedis, mais en tout cas, il y aura certainement une valeur dans les batteries. Et le fait qu'on ait des dizaines de millions de véhicules électriques dans une dizaine d'années, ça permettrait de se rendre des services au réseau électrique sans rentrer dans trop de complexité. Mais en gros, chaque batterie dans une voiture, la nuit, pourrait être un moyen de stockage ou de mobilité, de transfert de l'électricité, de flexibilité du réseau électrique. C'est effectivement possible. Alors, je ne sais pas comment ça se valorise exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que, alors là où par contre, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est la grande crainte des constructeurs automobiles, c'est pas de vendre et de fabriquer des voitures électriques, c'est que les gens les achètent, et les achètent aussi pour qu'ils puissent se recharger, que ce soit chez eux, dans la rue ou lors de longues distances. Et ça, c'est pas un problème de constructeur automobile, c'est un problème d'infrastructure. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous dites. D'ailleurs, c'est de notre point de vue, c'est pas un opérateur privé qui soit opérateur de borne ou gestionnaire d'infrastructure de prendre en charge ces investissements et d'ailleurs je dirais de les piloter. C'est vraiment à l'État. C'est l'État qui doit reprendre son rôle d'aménageur du territoire. Effectivement, exactement comme il a décidé de construire un grand réseau électrique ou un parc nucléaire ou des routes. On est à une étape où, sur la mobilité, l'enjeu principal, c'est l'État qui doit décider d'installer des réseaux de recharge, d'infrastructures qui permettent justement à ces véhicules de circuler, que ce soit des véhicules légers ou des véhicules lourds. Donc ça, je vous rejoins tout à fait sur ce point. Est-ce que je peux me permettre d'être violemment contre Remontons à 200 ans, 180 ans en arrière. Je rappelle que le développement du réseau ferré s'est fait sur capitaux privés. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que ce soit la pouvoir public qui prenne en charge l'ensemble des infrastructures. Et il me semble quand même, en taquinant un peu Vinci, que la privatisation des autoroutes n'a pas été une opération totalement perdante pour Vinci. Donc la contrepartie d'une restitution par des investissements normaux dans le réseau autoroutier ne me paraît pas aujourd'hui quelque chose d'innommable et d'inconcevable. Voilà, je ne vais pas me Vinci, mais il faut quand même réfléchir à ça. Bien, par ailleurs, pour répondre. C'est décrié. Oui, bon. On a besoin des produits spécifiques et je vous remercie de votre vision prospective. En tant qu'industriel, j'ai malheureusement le nez un peu plus dans le guidon. On va très probablement, il y a une exubérance irrationnelle, comme disait l'autre, sur la projection des véhicules électriques et l'aptitude à fournir les batteries. C'est quelque chose, on est au cœur
Nous, Arkema, on est au cœur de composants essentiels de la batterie. Il y a aujourd'hui de mémoire 28 gigafactories qui sont annoncées en Europe. Les constructeurs, dans une surenchère marketing absolument invraisemblable, font une promotion absolument débridée. Et ceux qui avaient un peu de rationalité, disant il va falloir maintenir quand même dans les phases intermédiaires un parc thermique, je ne sais personne, aujourd'hui ont totalement abordé ce message parce qu'il est inaudible de la part du consommateur et des pouvoirs publics. Donc, nous n'aurons pas les batteries nécessaires pour adresser les objectifs politiques de 2030 ou 2035. Il y aura des boulots. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'industrie, quelle que soit la créativité, quelle que soit l'autre, on n'a jamais vu une telle pente de croissance qui est à l'échelle mondiale, comme vient de dire Louis. Quand vous avez simultanément, vous allez devoir électrifier un parc mondial qui peut être 500 millions, et on va passer à 700 millions, voire 1 milliard de véhicules. No way. Sans même parler des questions de ressources, de minerais qui sont un peu secondaires et qui vont se régler progressivement. En termes de capacité industrielle, de mobilisation, pas possible. Autre élément fondamental, et ça c'est un aspect économique très important, le coût de la batterie ne diminuera pas. Il n'y a pas de loi de Moore dans les batteries. Il n'y a pas de loi de Moore. Contrairement à la loi de Moore, il diminuera un peu pour des raisons simples. C'est que l'électricité, si vous connaissez une batterie, vous avez besoin d'un certain nombre de matériaux, vous avez besoin à la cathode et à l'anode, et donc il y a une quantité physique. Voilà. Donc si vous voulez, le prix, je parle bien sûr à horizon 2030, voilà. Mais il n'y a pas de loi de Moore. Attention, n'appliquons pas la loi de Moore aux batteries. Hein. C'est une logique économique très différente. Donc, comme une batterie représente 40% du prix d'un véhicule, fondamentalement, et c'est un problème qui a été posé par Laurent, et Tavares le premier à oser le dire, il va y avoir un problème économique. En particulier, parce que le prix d'un véhicule ne descendra pas, enfin, un chiffre qui compte, ne descendra pas de 12 000 ou 13 000 ou 15 000 euros. Avant une bonne paire d'années. Donc la question est de dire comment, qui prend en charge le surcoût par rapport à un véhicule thermique dont on sait que le prix de marché est à 5-6 000 euros. Là, il y a un sujet économique majeur. Je ne veux pas débattre. Mais c'est la réalité. Je voudrais juste rebondir là-dessus, mais comme ça permettra à Louis Dubasquier de réagir aussi. C'est-à-dire que effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les véhicules à batterie avec des bornes de recharge, c'est pas la solution, parce que en fait, au-delà du prix que vous avez évoqué de recharge, en fait, il y a les durées de recharge, etc., qui sont aussi des forts facteurs qui réduisent l'intérêt des véhicules à batterie. Et donc, pour lutter contre cela, en fait, il y a une course à la puissance des batteries qui fait que les véhicules à batterie, en fait, par ailleurs, les véhicules à batterie ne sont pas neutres en CO2, hein, parce qu'il y a le coût de production de la batterie, etc. Donc, en fait, les véhicules à batterie type Tesla, etc., sont extrêmement coûteux, ne sont pas du tout neutres en CO2, et en fait, représentent un suréquipement en matière de batterie. Et donc, on ne peut pas monter à l'échelle pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc, en fait, la solution, elle passe en partie par ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire par les routes électriques, y compris pour les véhicules légers, ce qui représente en fait un choix social et politique important, c'est-à-dire qu'au fond, on va plus investir dans les infrastructures, dans la route, que dans les véhicules. Enfin, il va falloir reshifter une partie des investissements dans les infrastructures. Et là, effectivement, on retombe sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est la question des CAPEX, etc. Et donc, effectivement, comment on va financer ça, quel modèle Je commence par un droit de réponse à votre message en rappelant que les autoroutes ne sont pas privées en France, mais qu'elles sont bien propriété de l'État. Donc elles sont concédées à des entreprises qui étaient à capitaux majoritairement publics historiquement et qui ont été privatisées. Voilà. Et alors, pour préciser ma pensée sur ce sujet, je pense que le rôle de l'État n'est pas tant d'investir lui-même et d'être, on ne va pas créer un EDF de la recharge par exemple, ça n'aurait vraiment pas de sens. Notamment parce qu'il y a des opérateurs privés qui savent le faire extrêmement bien. Et donc, la question est plutôt quel est le rôle de l'État dans la planification de ces investissements et ensuite dans leur mode de financement. C'est-à-dire qu'évidemment, typiquement sur les bornes de recharge, il est probable que 80% du CAPEX, 60 à 80% du CAPEX par exemple, peut très bien être financé par un investisseur privé
qui, dans un modèle concessif ou dans un modèle économique normal, rémunérera son capital et l'amortira en vendant l'électricité, en faisant ce service de recharge. La question, c'est plutôt comment est-ce que l'État organise ce déploiement d'infrastructures. Alors, dans le cas des routes électriques, là, c'est l'État qui doit le décider, d'ailleurs, pratiquement à un niveau européen, parce qu'il faut qu'il y ait une seule technologie interopérable partout qui soit décidée. Mais sur les bornes de recharge, ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé sur les véhicules légers et ce qui est en train de se passer sur les poids lourds, en fait, c'est les constructeurs et les opérateurs privés qui ont eux-mêmes défini les standards, les normes, les bornes, les véhicules, comment ils se rechargent, à quel endroit, etc. Et ensuite, ils ont été implantés d'eux-mêmes, je dirais, c'est-à-dire historiquement, c'est Ionity et Tesla, donc qui sont des gens qui vendent des voitures, en fait, qui ont installé les premiers réseaux de bornes. Et ce qui va se passer sur les poids lourds, c'est probablement la même chose. Les principaux constructeurs de poids lourds ont annoncé la création d'une joint venture qui va faire un peu comme a fait Ionity sur les véhicules légers, et va déployer des bornes de recharge pour poids lourds, pour pouvoir vendre des poids lourds, puisqu'ils sont obligés de vendre des poids lourds électriques du fait des normes européennes. Donc voilà, c'est moi ce qui m'interroge plutôt, ce qui nous interroge chez Vinci Autoroute, c'est le rôle de l'État qui doit plutôt avoir une vision stratégique et planificatrice de ses investissements, et ensuite, une fois qu'il aura décidé ou installé cette vision, mettre en lien les dispositifs d'investissement de ces CAPEX. Alors, ça peut être des concessions, ça peut être du recours au privé, ce sera principalement de l'investissement privé. Est-ce que c'est une subvention sur le CAPEX? Est-ce que c'est une subvention à l'usage, un peu comme dans les énergies renouvelables, avec un complément de rémunération? Il y a différents dispositifs qui sont possibles. Mais en tout cas, ce qui est assez clair, c'est que nous, on voit mal comment le marché s'organiserait de lui-même et comment les opérateurs privés feraient émerger d'eux-mêmes tous ces réseaux dont on aura besoin et qui, de notre point de vue, nécessitent quand même une vision de l'État un peu planificateur et organisateur de ces marchés. Et il y a dans ce cadre-là une très très grande difficulté conceptuelle, c'est le problème des coûts échoués. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de la station que tu évoquais, 40 MW, ça suppose, je reviens sur les aspects techniques, mais ça suppose probablement, pour éviter des pertes en ligne ou autres, de passer de la haute à la très haute tension. C'est-à-dire de raccorder à ces stations d'autoroute une ligne de 225 kV. Voilà, quelle va être la durabilité de cette station dans le temps? Est-ce que, enfin, sa durée de vie, ça va être de 40 ans ou autre. Vous voyez qu'investir une ligne à très haute tension, c'est un sujet d'acceptabilité, bien sûr, de processus, de durée, etc. Mais enfin, supposons que ça s'améliore. Pour autant, vous avez un problème pour la collectivité de coût échoué. Est-ce que cette installation servira? Est-ce qu'elle servira qu'à desservir la station Vinci? Certainement pas, parce qu'installer une ligne de 225 kV, vous voyez, toutes ces questions, on est renvoyé, on n'est plus dans les problématiques de normalisation de la prise de recharge d'un téléphone portable, où il n'y avait pas de problème d'infrastructure collective, aucun. Donc, effectivement, les régulateurs sont occupés pour des facilités d'usage pour le consommateur que nous sommes, pour éviter d'avoir acheté 6 rechargeurs différents pour le téléphone portable. Là, on est sur vraiment des problèmes très, très structurants. Et donc, la réflexion en ce moment même, d'ailleurs, quand on pousse avec RTE, et RTE est assez inquiet de ça, c'est de savoir, face à ces besoins d'électricité croissants, comment va-t-on gérer, piloter et planifier effectivement ce développement des infrastructures. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche beaucoup plus territoriale et privilégier en termes de processing, de permitting et autres durées d'autorisation, est-ce qu'il ne faut pas privilégier les hubs? Et de ce point de vue-là, où sera l'hydrogène? Alors l'hydrogène, c'est assez simple, l'hydrogène industriel, on voit, c'est la Normandie, c'est Dunkerque, c'est l'Est de la France, la région Rhône-Alpes, c'est Fos-la-Béra, l'étang de Berre, peut-être le bassin de Lac, voilà, c'est assez simple sur l'hydrogène. Sur la consommation d'électricité diffuse, c'est-à-dire l'électrification de tous les procédés, mais l'usine agroalimentaire, ça peut être réparti partout dans l'Ouest, comment gère-t-on la planification géographique, la territorialisation et ça, c'est un sujet majeur. L'Allemagne y est confrontée depuis très longtemps, puisque vous savez que l'Allemagne, l'énergie renouvelable est au nord et la consommation est au sud. C'est simple, très simple. Et l'Allemagne n'a pas résolu. L'Allemagne est toujours pour des problèmes à la fois d'investissement, de planification et puis également de permitting. L'Allemagne, les autoroutes électriques nord-sud sont loin d'être à la hauteur de ce qu'elles doivent être pour équilibrer la production au nord, en mer du Nord, pour faire simple, et la consommation sud. Je caricature, mais c'est un problème qui est encore plus criant, parce que François Sven dans les... il ne va pas... Enfin, voilà, c'est... Tout à fait. En Allemagne, donc, pour l'instant, le plan de développement de réseau pour 2020 n'est pas encore accompli, surtout pour des raisons d'acceptabilité. Et je pense que là, on voit aussi
une belle parallèle avec ce qui a été dit sur l'électromobilité. La question dans cette transition énergétique, c'est, bon, j'ai dit abordable, sûr et propre, mais il y a un quatrième facteur très important, c'est si elle est juste. On multiplie le nombre d'acteurs dans le système électrique. Ça peut être un riverain, par exemple, qui habite dans un coin rural, par où doit passer une ligne d'eau tension qui dit, bah, pour moi, mis à part du fait que le paysage il sera plus comme avant, je vois pas trop d'impact en fait, donc je ne vais pas être d'accord avec ça, je vais porter recours. Et je pense que ça pointe vers une question très, très importante, c'est quel rôle pour le citoyen qui doit finalement, plus ou moins activement, être au centre de cette transition énergétique, qui doit payer pour ça. Ça peut être une entreprise industrielle, mais ça peut être également un particulier. Donc, il doit aussi avoir finalement les bénéfices. Donc, si on parle là, par exemple, de la question qui la rente pour la flexibilité qui est fournie par la voiture, je pense que c'est un point très important parce que finalement, qui va acheter cette voiture électrique? Et est-ce que ce ne serait pas un argument pour l'achat d'une voiture électrique si je peux récupérer également en partie ou une partie de cette rente qui est générée par cette flexibilité qui va éviter des coûts ailleurs aussi. Donc c'est clair que là, il y a une équation économique également qui se fait ailleurs. Et donc, je pense que la répartition de cet argent, c'est essentiel, comme ce l'est pour la construction des lignes de haute tension. Ça peut se faire très, très vite. Et il y avait, il y a quelques années, un groupe de travail qui a été mené par Michel Dernevet sur comment faire tout cela. Il avait proposé, entre autres, qu'on pourrait créer un fonds européen d'infrastructures qui pourrait investir dans les coins où passent ces lignes de tension qui sont aujourd'hui défavorisées pour construire des lignes de train, par exemple, ou un pôle universitaire, pourquoi pas, pour donner des impulsions à l'économie locale. Et ça, je pense, c'est une réflexion qu'il faut peut-être recommencer si on voit les ambitions européennes, en Allemagne en particulier aussi, avec une cadence encore plus rapide. Il faut donner aussi l'incitation aux riverains, aux autres acteurs qui sont concernés par tout cela pour assurer leur acceptabilité. Ma deuxième question, vous avez évoqué RTE et le travail énorme, c'est vrai, qui a été fait pendant plus d'1 an. Vous l'avez qualifié de travail prospectif. Le drame, c'est que ce n'est pas un travail prospectif pour une seule raison, c'est qu'ils ne sont pas allés chercher, ils ne sont pas allés cerner l'optimum. En ce sens que tous les scénarios décroissent jusqu'au scénario 3, mais il manque un scénario 4 un peu plus loin pour essayer de cerner l'optimum qui serait entre le scénario 3 et le scénario 4. Ce scénario 4 a été fait par Séréné, comme vous le savez sans doute, qui est un travail assez remarquable, fait uniquement par des gens à partir de leur argent de poche, et qui a été présenté, qui a été vérifié par Roland Berger, qui a été présenté aux parlementaires. Il y a un document qui est sorti cette semaine qui va être envoyé à tous les candidats à la présidence de la République. Et c'est un scénario qui change un petit peu la perception, justement, parce qu'il est 35% de coût moins cher, il arrive à la neutralité carbone, il garantit l'indépendance alors que le scénario RTE en 2050, il a 35 gigawatts d'importation, sous-entendu question marque, parce que si tout le monde importe ou compte sur le voisin, ça va faire un problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui manque le plus, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un travail prospectif pour essayer de mieux comprendre la complexité du problème. Et voilà, je termine simplement en faisant une remarque sur les chemins de fer privés. Ils ont tous été nationalisés, c'est qu'il y a une raison, le pétrole n'a pas été nationalisé.
sais pas si quelqu'un souhaite répondre. Sinon, moi, pour ma part, j'ai écouté vos différentes interventions sur ce qui fonctionne et les problèmes qu'on a. On pourrait presque être inquiet, parce que parmi les grandes mesures phares du Fit for 55, on a quand même justement l'extension de l'ETS à la route et la diminution des quotas, des allocations gratuites dans les secteurs industriels les uns après les autres. Ce qui semble témoigner du fait que, avec un outil qui reste quand même établi depuis longtemps, donc qui peut envoyer des signaux de long terme, on pense faire encore un bout du chemin. Et à vous écouter, je ne suis plus convaincue que c'est possible. Est-ce que je pourrais vous demander de vous exprimer sur ce point? Merci. On a beaucoup réfléchi sur le marché carbone et on est ici au cœur de Christian, je connais pas bien Christian, au cœur de la réflexion sur le marché carbone et sur l'ETS. On est ici, en fait, largement, la conceptualisation de l'ETS, du cap and trade. Je partage la même analyse que Christian là-dessus. Le marché du carbone est un marché très inachevé. C'est-à-dire que je pense que sa survie aujourd'hui est conditionnée par son évolution radicale. Et peut-être que les circonstances actuelles nous en offrent l'opportunité enfin. On ne peut pas, compte tenu de la situation actuelle, le gaz va continuer à jouer le rôle qu'il a, et probablement avant qu'on arrive, que la science économique arrive à produire un nouveau market design en transformation des prix, il va falloir que l'eau qui coule, en fait, c'est l'électron qui coule dans les câbles. Donc ça prendra un certain temps. Donc il faudra vivre avec cette marginalité. On ne peut pas, conceptuellement, et là je parle en termes de marché, je ne parle pas en termes de positionnement, de posture politique. On ne peut pas accepter qu'un marché aussi important, aussi efficient que le marché européen d'électricité, parce qu'il est efficient, incontestablement, il n'en voit peut-être pas si long terme, en fait il est efficient, il envoie les signaux de court terme, incontestablement. Il est très efficient, toute l'évolution, la question de revenir sur l'efficience de ce marché, je pense qu'il a un point très très important. Il y a un problème structurel et systémique majeur à faire dépendre assez largement la formation des prix sur ce marché par un petit marché qui est le marché du carbone, qui est un marché structurellement décroissant, puisqu'il est politiquement organisé, puisqu'il est physiquement contraint par la décroissance, et qui donc a de moins en moins les caractéristiques d'un marché efficient au sens économique du terme. Puisqu'il y a un objectif de décroissance physique, vous allez vers, par nature, une diminution de la profondeur, donc un accroissement de la volatilité, qui est totalement perturbante et qui, justement, n'adresse pas les signaux de long terme dont on a besoin. Et là, je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été vu et qui se révèle de façon criante et qui s'est révélé l'année dernière de façon criante. La spéculation, donc le terme est un dessin, la spéculation au bon sens du terme, car l'arrivée après ce marché n'intéressait aucun des opérateurs financiers parce qu'il n'y avait pas justement la profondeur ni les volumes qui permettaient d'assurer un fonctionnement normal, une attractivité en termes de rémunération pour les investisseurs. Tous les investisseurs financiers s'en étaient désintéressés du marché. Et on les a vu revenir à partir du moment où le signal du Fit for 55 a été posé, l'objectif du 100 € par tonne de CO2 a été posé dans l'étude d'impact de la Commission de juillet dernier, et bien évidemment, win-win pour un investisseur, et à partir du moment où le signal politique est là, eh bien, compliqué de se placer sans trop de risques sur ce marché, avec les instruments de couverture qui vont bien. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, et on a vu, avant la crise que nous vivons aujourd'hui, le prix du quota passer en moins d'un an de 25 à 100 € par tonne de CO2. Avec 10 ans d'avance, je vous rappelle, 10 ans d'avance sur l'étude d'impact de la Commission. La Commission parlait de 100 € par tonne en 2030. On l'a vu en 2020. Il y a un petit sujet. Il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que le signal du carbone, du marché carbone, ne fonctionnait pas à 25 et ne fonctionne pas à 100. Donc, semble-t-il, la seule évolution possible, c'est de véritablement faire un marché qui a les caractéristiques d'un marché de commodité, c'est-à-dire qu'avec un opérateur de marché, une banque centrale du carbone, qui ne soit pas un régulateur, le régulateur c'est déjà il est là, mais une banque centrale du carbone qui intervienne au jour le jour pour réguler le cours, pour acheter du carbone, acheter du quota et en vendre, de telle façon qu'on fasse correspondre la mécanique de marché, qu'on atténue la sinusoïde et qu'on soit sur la trajectoire politique que nous ne contestons pas et auquel on souscrit, qui est de revenir sur cette. Voilà, je crois que c'est. Et donc, il y a, ça suppose une évolution. La réforme de la directive qui est sur la table, bien évidemment, n'apporte quasiment pas, peu. Il y a un outil possible, c'est de voir comment on peut faire évoluer cette fameuse
réserve de stabilité de marché, la MSR. Est-ce qu'on elle est totalement rigide, parce que c'est une tirelire dont on ne peut pas ouvrir le fond, hein, puisque les quotas y rentrent, ils ont vocation à y être détruits ou à y rester définitivement. Donc, il faut le faire évoluer. Est-ce que c'est la MSR qu'il faut faire évoluer pour une banque centrale du carbone? Enfin, la question de la création d'une banque centrale du carbone est rattachée à la banque centrale européenne, je ne sais pas où, mais enfin, elle est posée. Sinon, ce marché va exploser, il va mourir. Hein. Il faut qu'il ait les caractéristiques. C'est mon sentiment. Alors, moi, je vais essayer Donc, en fait, la question que vous posiez, c'était est-ce que l'extension du marché du carbone au secteur des transports est une réponse? Moi, je ne suis pas vraiment sûr parce que, finalement, avec ce qu'on disait auparavant, ce qu'on cherche, c'est un système qui permette à des investisseurs d'investir sur le long terme pour des infrastructures de très long terme. Et donc, est-ce que typiquement sur le marché sur la décarbonation de la mobilité, est-ce que l'existence d'un marché du carbone sur le transport routier de marchandises va permettre à un opérateur d'installer des réseaux de routes électriques dans toute l'Europe qui coûtent des dizaines de milliards d'euros? Je ne suis pas certain, malheureusement, parce que je pense que c'est un marché qui donne, je pense, de très bons signaux de court terme, un peu comme le marché de l'électricité dont on parlait. Est-ce que c'est le bon système pour rassurer des investisseurs sur le long terme et enclencher cette dynamique-là? Je pense que la question est posée. En tout cas, seul, je pense que ça ne suffira pas, ça paraît assez évident. Et je pense que voilà, la régulation ne comptait que par ce mécanisme de marché pour réguler quelque chose qui est très physique. Hein, comment on finance, qui va prendre le risque d'investir sur ces nouveaux réseaux électriques, ces nouvelles bornes? Est-ce que c'est un investissement collectif à la RTE avec le risque de coût échoué? Est-ce qu'au contraire, on va créer des réseaux privés comme ça existe à certains endroits, ou des concessions de réseaux électriques, comme il y a des concessions de bornes, des concessions hydroélectriques, etc. Je pense que la question mérite d'être posée. Et après, moi, je suis aussi un peu inquiet de la complexité du marché ETS quand on le compare à, je dirais, la simplicité de ce qu'est aujourd'hui le transport routier de marchandises, par exemple. Imaginez qu'on va avoir les dizaines de milliers de PME françaises qui font du transport routier, qui vont se mettre à devenir des traders du marché du carbone. Voilà, ça paraît peut-être aussi complexe dans un monde qui est peut-être plus simple que celui de l'énergie. Le secteur des transports sur la route, c'est un monde aussi qui est peut-être un peu plus simple et moins complexe, et qui a moins de complexité que le secteur énergétique sur lequel le marché existe aujourd'hui. Je ne doute pas que des acteurs sauront se positionner pour les aider dans cette démarche. Pour le coup, il y a un des nouveaux outils qui est envisagé, c'est justement d'essayer d'aller absorber cette volatilité et dans certaines phases cette insuffisance ou cet excès de signal prix via le marché du carbone, qui est le contrat pour différence carbone, et qui si c'était OK pour faire une autoroute d'avoir un tarif dans un contrat, parce que le péage reste perçu quand même sur des dizaines et des dizaines d'années, finalement, on peut avoir là un parallèle avec un contrat qui écrit le prix du carbone et qui donne la visibilité. Je serais intéressée d'avoir votre avis sur cet outil-là, y compris celui de Sven, puisque l'Allemagne a pris quelques mois d'avance sur la France en industrie, même s'il est encore possible de tout. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie des mesures qui ont été introduites déjà il y a quelques mois, donc avant l'arrivée du nouveau gouvernement, donc CFT, et on voit déjà les effets. Donc, dans l'industrie, dans le transport routier, je sais moins, mais je pense que ça fait partie d'un ensemble de travaux à mener, une réflexion générale sur comment aujourd'hui sont constitués les prix des différentes énergies. Il y avait un rapport qui est sorti récemment de la Cour des comptes européenne qui était très intéressant. J'étais surpris de découvrir qu'en France, en fait, malgré tous les efforts de décarbonation avec la taxe carbone et tout ça, en fait, le montant des subventions dans les carburants fossiles était plus que 2 fois celui qui a été dédié aux énergies renouvelables. Et avec ça, la France, elle est vraiment je pense, dans le top 5 européen en compagnie je pense, de Malte et de la Pologne. Donc,
le CCFD, je pense que c'est une mesure qui peut faire avancer les choses dans le bon sens, qui peut accélérer les choses. Après, je pense que c'est probablement pas la seule mesure qu'il va falloir sur laquelle on peut compter. Il va falloir compléter ça avec quelques suppléments qui permettent de peaufiner ça, mais de manière générale, je pense ce qui est urgent, c'est une réflexion sur justement l'imposition de l'énergie. Il y a des incohérences dans tous les pays. Et pour un investisseur, s'il est privé ou si c'est une entreprise, il doit avoir quand même une certaine visibilité sur le coût durant le cycle de vie du produit qu'il est en train d'acheter, pour savoir si finalement il fait le bon choix ou pas. Là, aujourd'hui, je pense que l'image est encore relativement floue il faut s'engager sur une trajectoire qui est stable, prévisible pour tout le monde, surtout l'industrie et les transports, parce que là, on est quand même sur des cycles d'investissement qui sont relativement longs. Oui, c'est un sujet tout à fait d'actualité. On y travaillait hier parce qu'il y a une consultation en cours dans le cadre de France 2030, très précisément de ce CCFD. Donc, il y a de belles formules qui ont été ils ont proposé une première séance de travail sur le sujet. Donc, c'est effectivement extrêmement prometteur. Je pense que c'est. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, alors savoir après comment l'articule-t-on en termes de. Est-ce que ça va être par un système d'enchères, enfin, vous voyez, comment vous proposez, comment vous structurez l'offre de CCFD. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs modalités. Il faut poser le compte de chacune de ces modalités. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ça conduit l'opérateur, enfin l'exploitant, à évaluer le coût carbone c'est bien le point d'équilibre, c'est la valeur qu'il va donner au carbone dans son projet. Et donc, c'est bien la clé. Et son positionnement détermine le fait qu'il fera le projet ou pas, puisqu'il va se positionner dans sa remise d'offre, disons, il va se positionner sur un prix de carbone qui, pour lui, est le prix de rentabilité de son projet. Et c'est ça qui est très intéressant. Je pense que là, je suis d'accord sur le fait que ce ne sera pas un dispositif exclusif de tout le reste, mais a priori, ça devrait prendre une ampleur importante. Enfin, on voit, par exemple, sur le très gros projet d'ArcelorMittal à Dunkerque, sur les projets d'hydrogène, bon, c'est un projet à première tranche à 850 millions €. Voilà, ce sera un financement par CCFD. Donc, effectivement, et je comprends que l'Allemagne va sortir son paquet de PAC, où les CCFD vont être encore pour occuper une place très importante dans ce paquet. Et la France, je pense que le dispositif français va sortir assez vite, parce que je pense qu'il sera prêt, les choix d'arbitrage d'architecture auront été faits à l'été. Je voulais revenir sur ce point important qui est le marché, l'ETS et tous ces systèmes que, grosso modo, vous dénoncez par leur manque de fonctionnement, même s'ils ont été efficaces au début. En fait, le problème, c'est que le prix de CO2, c'est un contresens prospectif qui a été fait par Jean Tirole, prix Nobel, et ses prédécesseurs comme M. Guenry, Collège de France, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont copié un système qui marchait très bien avec le SO2, vous vous souvenez, les pluies acides, etc. Et ça marchait très bien, ils se sont dit, bon, on va faire pareil. Pourquoi ? C'est pas du tout pareil. La différence fondamentale, c'est que le SO2, ça consistait à mettre un groupe industriel dans un corner, de les pointer du doigt et de leur donner un moyen facile d'évoluer en mettant un prix de SO2. En leur disant, on ne va pas vous sanctionner, on va simplement vous permettre de mettre de l'huile dans votre économie pour que progressivement vous évoluiez. Mais ils étaient dans le corner, c'est-à-dire que l'ensemble de la société était contre eux. Alors que dans le CO2, c'est l'inverse, c'est endogène. C'est toute la société qui est contre toute la société. Et donc, ça ne marche pas. Et non seulement il y a de la spéculation, comme vous l'avez dit, mais plus grave, il y a de la réaction. C'est-à-dire que la société réagit contre une contrainte qu'elle ne supporte pas. Et donc, il faudrait que les historiens, à mon avis, un jour se penchent sur le problème. Mais l'une des causes du marasme économique en Europe, à mon avis, c'est bien l'ETS et c'est bien le prix de CO2, mais là, j'anticipe. Le problème, je finis, le problème, c'est que ce contresens vient aussi qu'il n'y a qu'un seul paramètre,
qui est le prix de CO2, qui est très efficace pour faire l'efficacité énergétique, mais qui n'est pas du tout efficace pour transiter, pour changer. L'autre économiste qui a démontré cette incohérence, son nom va me revenir, de façon mathématique, il expliquait que c'était une équation à deux inconnus, il fallait donc deux paramètres. Et les deux paramètres, c'est quoi? C'est le prix de CO2 qui doit être harmonisé dans un système plus large, et l'autre paramètre, c'est justement la subvention, ce qui a marché avec les panneaux solaires. Là, il n'y a pas de prix de CO2 qui fonctionne, c'est la subvention, et qui a tellement bien marché qu'aujourd'hui, les panneaux solaires sont à un prix très très bas, ils sont en train de concurrencer le marché de l'électricité et même de le bousculer violemment. Parce que la subvention très chère au début a permis de faire évoluer cette industrie vers quelque chose aujourd'hui qui est rentable. Et donc, c'est une harmonie entre un prix de CO2 qui va s'ajuster et de façon moins violente et avec moins de soubresauts, comme on vient de le voir, avec des subventions qui créent à ce moment-là un système cohérent et qui peut être gérable et manageable. Voilà l'erreur du système qui commence à être dénoncée par des économistes dont le nom va me revenir. Ne prenons pas, je n'ai pas du tout condamné le marché de CO2, j'ai dit qu'il était inachevé et imparfait, et qu'il fallait donc qu'il évolue dans une réforme. Voilà, il est complexe. C'est ce qui est tout à fait, à mon avis, c'est extrêmement complexe, on doit quelque chose. Et nous, industriels, on a contribué à sa complexité, notamment par l'introduction des benchmarks, parce que c'est l'industrie qui, à l'origine, on voyait arriver tout ça, et on dit, attendez, il faut tenir compte d'une réalité technologique et de progrès technologiques et de sauts technologiques possibles. Donc c'est nous qui avons introduit ces benchmarks qui sont, je vais vous dire, je suis ça depuis 2005, c'est effectivement coton, hein, quand il faut calculer. Et aujourd'hui, les débats que nous avons avec la Commission sur l'adaptation des benchmarks en phase 4, où la Commission on n'est pas toujours bien au fait des procédés, en tout cas de leur diversité et de la réalité. Donc, il y a un très très gros sujet là-dessus. Voilà, donc, moi je souscris, mais le tout, c'est qu'il faut que le marché fonctionne, soit efficient, apporte la rémunération aux secteurs qui viennent, etc., et la visibilité et autres, et s'inscrive dans la trajectoire politique qui lui a été assignée par les États. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Donc, c'est simplement faire adapter le marché à ces objectifs politiques auxquels nous souscrivons, qui sont ceux de la neutralité carbone. Voilà, enfin, quant aux panneaux photovoltaïques, on revient, c'est un autre débat, mais on a fonctionné, alors que c'était du CAPEX, on a fonctionné sur une aide à l'OPEX, enfin, avec les créations de rentes qu'on connaît, qui sont quand même problématiques. Donc, ça renvoie à la question de la rémunération de ces CAPEX. Et surtout du coût marginal. C'est Philippe Aguillon et je vous encourage à aller regarder sur le Collège de France son cours sur l'économie du climat, c'est lumineux. Merci beaucoup. On approche des minutes pour conclure. Quelques messages adressés peut-être pour conclure de votre part. On a évoqué un certain nombre d'outils et les uns et les autres, s'il y en avait un qui n'existait pas et qu'il faudrait d'après vous mettre sur la table, quel serait-il pour les domaines d'intervention respectifs? Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que la prééminence absolue, overarching, du CO2 est soutenable macroéconomiquement et socialement? Sven l'a évoqué sur la question de l'acceptabilité. C'est-à-dire, est-ce que de faire le prix du CO2, enfin, donc l'élimination du CO2, pardon, l'abattement du CO2, l'alpha et l'oméga de toutes les politiques, au détriment de politiques de d'autres objectifs, est-ce que ça n'est pas, ça ne pose pas un problème fondamental? En d'autres termes, est-ce qu'il ne faudrait pas idéalement, mais alors là, on se souhaite encore plus de complexité, évoluer vers un signal qui ne soit pas exclusivement un signal carbone, mais un signal plus composite, qui intègre des objectifs d'équilibre de vie, de territoriaux, enfin je ne sais pas, de composants, de diversité, enfin tout le reste. Voilà, et là, il y a, je pense que dans le Fit for 55, on fait du CO2, comme c'est le péril absolu, on en fait le déterminant absolu de toutes les politiques. C'est-à-dire que tout le paquet, les 80 directives, sont conditionnés par ça. Il y a un mono-objectif là. Je n'ai pas de réponse, mais je soulève simplement cette question. Je pense qu'il faudra la...
Alors, moi, je vais essayer de répondre. Je pense que pour le secteur des transports, et notamment pour la décarbonation de la route, ce qui manque aujourd'hui, notamment en France, c'est un État qui est un peu plus organisateur de ce développement de marché d'infrastructure. L'État le fait très bien sur l'énergie, par exemple. Voilà, on a une programmation pluriannuelle de l'énergie, on aura bientôt une loi programmatique en début de quinquennat sur l'énergie. Voilà, les volumes de la visibilité a été donnée, les volumes de différentes énergies renouvelables, le mix électrique, tout ça est très bien piloté par l'État. Dans le secteur des transports, la transition énergétique, pour l'instant, elle repose, je dirais presque exclusivement sur la subvention aux frais de ferroviaire. C'est là où l'État intervient fortement, mais on a réglé 10% du problème. Et donc les 90% restants, qui sont comment est-ce que... Alors, je caricature un peu parce qu'il y a des politiques sur la promotion des transports en commun, le véhicule électrique, il y a des dispositifs qui existent de soutien de subvention, etc. Mais sur l'infrastructure nécessaire pour soutenir les décarbonations, là, il y a peut-être un vide. Donc, ce que j'appellerais de mes voeux pour l'entreprise que je représente, ce serait que l'État joue son rôle d'aménageur du territoire et d'organisation de ces marchés, en réfléchissant aussi à la régulation et de ces systèmes, au financement, etc. Puisqu'on a dit que c'était essentiellement un sujet de CAPEX. Et je crois que c'est aussi à l'État, finalement, quand on dit il y a des enjeux, on parle que de carbone, alors qu'il y a d'autres enjeux d'acceptabilité sociale. Enfin, on a quand même eu, on s'en souvient douloureusement chez Vinci Autoroute, des épisodes de Gilets jaunes qui sont vraiment intrinsèquement liés aussi à ces questions de taxe carbone, d'acceptabilité sociale. Si la transition énergétique se fait dans le secteur des transports pour les urbains plutôt aisés et que sont mis de côté l'ensemble de nos concitoyens qui vivent dans des milieux plutôt périurbains ou ruraux, qui n'ont pas forcément accès aux transports en commun, etc., et qu'il n'y a rien qui est fait sur la route ou sur l'infrastructure pour les accompagner, pour se décarboner dans leur mobilité du quotidien, par exemple. C'est un vrai enjeu, je pense aussi. Et finalement, c'est l'État qui doit être l'arbitre entre ces différents enjeux et celui qui peut justement arbitrer entre pas que le carbone, mais aussi les autres enjeux. C'est probablement l'État. Donc peut-être la conclusion, ce serait plus d'État pour organiser. Alors, ça va être assez proche de ce que vient de dire Louis. Moi, je viens d'un pays qui, traditionnellement, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, fait confiance au marché. Là, nous vivons aujourd'hui dans un pays qui le fait moins, surtout dans le secteur de l'énergie, où on voit quand même une présence à travers des différents niveaux, jusqu'au niveau microéconomique, quand même une implication relativement forte. Et je pense les deux approches ont des avantages et des contraintes. Et je pense aujourd'hui, pour moi, la grande question, c'est quel rôle pour l'État, quel rôle pour la gouvernance. Est-ce que si on veut arriver à des systèmes décarbonés de porte à porte, est-ce que ça peut se faire uniquement par le marché? Est-ce que le marché va chaque fois être capable d'envoyer le bon signal au bon moment pour la construction de capacités et pour que c'est compatible avec le réseau en place ou le réseau qui sera développé d'ici quelques années? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'un outil comme la PPE, en tout cas la partie qui traite la partie réseau, ça c'est quelque chose de très utile, peut-être même inévitable. Je pense aussi que nous avons vu dans l'éolien offshore, par exemple, qu'un rôle peut-être plus actif de l'État dans la désignation de sites peut permettre d'orchestrer les choses. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut retenir pour les autres technologies si on veut que ça se passe sans trop d'investissement échoué, justement. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple des chemins de fer. Il y avait une phase où ça marchait très bien, mais vers la fin, les investisseurs se sont engagés dans des projets, sont peut-être avoir une énorme connaissance sur le terrain, etc. Et je crains que nous allons arriver à un moment donné dans cette phase. On voit quand même que les marges dans l'énergie, hors du contexte actuel, deviennent plus faibles dans les énergies renouvelables. Il y aura plus de casse. Donc, pour éviter tout ça, je pense qu'il faut un accompagnement peut-être plus étroit qu'en Allemagne,
s'il faut aller jusqu'au niveau que nous voyons en France actuellement, avec un lien très fort entre l'activité économique et la régulation, je ne suis pas sûr par contre. Merci à tous les trois. Nous avons réussi à convenir du fait qu'il fallait plus d'interventions dans certains secteurs en France. C'est un espoir de nos voisins. Ce serait bien attendu de notre part. Merci beaucoup et à bientôt pour un autre petit déjeuner. La chaire de sensibilisation, je vais laisser la parole à Eric, directeur de la chaire. Bon, merci beaucoup d'abord aux trois intervenants ce matin et à Catherine pour cette brillante modération du débat. Le prochain petit déjeuner de la chaire, il aura lieu le 16 juin et il sera sur un sujet un peu différent, mais qui n'est pas non plus sans lien, qui est le régime de partage des données pour les services de transport et de mobilité à valeur ajoutée. On retrouvera un peu ce genre de questions, enfin, des questions connexes. Auparavant, le 14 avril, on aura un mini débat en ligne à propos de la publication par la chaire d'une étude sur le marché de la distribution d'optique médicale et son lien en fait avec la régulation du secteur des complémentaires santé. Et puis on aura deux événements plus fermés qui auront lieu d'ici là. Le 4 avril, dans le cadre de notre coopération avec le Network of Economic Regulators de l'OCDE, on se posera la question de la prospective justement faite par les régulateurs et comment effectivement ça impacte ou pas et surtout de la manière dont c'est fait efficacement ou non en matière de planification des investissements à long terme. On retrouve le rôle de l'État ou des pouvoirs publics. Et puis le 8 avril, on réfléchira avec le Conseil d'État sur la régulation du numérique. Voilà, donc à très bientôt pour ces divers rendez-vous et merci encore aux intervenants de ce matin. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué dans l'intervention de l'État sur ces questions de transition énergétique, on l'a évoqué, mais en fait il y a un énorme sujet qui est aussi la question de la redistribution nécessaire pour financer en fait la transition énergétique pour les catégories sociales qui ne peuvent pas le financer. En fait. Et effectivement, on l'a un peu évoqué ce matin, mais là aussi, le rôle de l'État est absolument fondamental, on le voit bien. Merci encore et à très bientôt.